Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vidéo exceptionnelle puisque je la fais en facecam. Oui, c'est assez rare et pour l'occasion, je n'ai même pas pris la peine de me peigner. Bon bah c'est bon, hein, vous allez pas m'en tenir rigueur. Hein? J'aime mieux ça. Alors bon, vous le savez, bien sûr, je vous ai promis la dernière fois que j'allais faire une vidéo sur Monstres contre Aliens. Alors bien évidemment, bah je la fais pas. Voilà, enfin bah je la fais pas, je vais la faire bien sûr, mais je ne tiens pas ma promesse, c'est pas la prochaine vidéo. Non, bah non, le titre vous l'avez lu, hein, ça va être sur Vice Versa, c'est vrai, j'avais promis Monstres contre Aliens lors de ma dernière vidéo, mais il s'avère que bah, Vice Versa 2 est sorti il y a pas longtemps, bah évidemment faut surfer un petit peu sur cette vague-là, et je comptais de toute façon parler de Vice Versa, alors bah dans mon programme c'est passé avant, et je me justifie beaucoup trop là, vous trouvez pas ? Donc, si vous avez cliqué, c'est sûrement parce que vous avez déjà envie de m'assassiner en commentaire en disant oui, faut peut-être te calmer, vice versa, c'est pas nul. Mais en fait, oui, vice versa, c'est pas nul. Je voulais juste tester en fait les titres putaclic, voir justement l'impact que ça peut avoir sur le nombre de clics. Parce que ma chaîne débute et justement ça me permet de tester un petit peu ce système-là, voir si effectivement ça joue sur l'esprit humain, c'est une expérience scientifique en quelque sorte. Cela dit, non, je ne dirais jamais qu'un film est nul, parce qu'il y a un travail phénoménal derrière un film, il y a toute une équipe, il y a toute une vision artistique, même s'il y a des très gros navets qui existent, hein, il faut pas se le cacher non plus, sauf un film qui serait moche et uniquement commercial, ce qui existe. Cela, à la limite, pourquoi pas, mais sinon je ne dirais jamais qu'un film est nul, vu le travail qu'il y a derrière, donc non, rassurez-vous, vice versa, n'est d'ailleurs très très loin d'être nul, au contraire, c'est un très bon film, désolé pour ceux qui étaient de mon avis et qui avaient cliqué pour dire « Ah, enfin quelqu'un qui pense comme moi !» Non, c'est un bon film, mais c'est un bon film avec de gros défauts, et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Bah du coup, ça va être le moment d'étraîner mon générique, alors je dis générique, voilà. Alors, effectivement, moi j'ai plutôt de la tendresse pour ce film, parce que je l'ai vu au cinéma en famille, à sa sortie, je l'ai vraiment apprécié, et puis il y a une très bonne ambiance qui s'en dégage hein, de ce métrage, il faut bien le reconnaître, c'est un film très feel-good, très agréable, mais dès ma première vision, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le plus gros défaut de ce film, qui est en fait la bancalité, je ne sais pas si ça se dit, non, le fait que son univers soit bancal. Effectivement, on va partir du postulat de base que dans nos têtes il y a des émotions. Mais ces émotions eux-mêmes, du coup, ont des émotions. Et donc ça voudra dire qu'il y aurait aussi des émotions, et ces émotions auraient des émotions. Déjà, c'est limite. En plus de ça, la façon dont ça justifie les émotions de Riley, ça fait que Riley, du coup, l'héroïne qu'on va suivre, je vais dire le pitch après, sera comme une marionnette, en fait. Elle n'aura pas de décision propre, et du coup, elle sera hyper incohérente et hyper inconsistante en tant que personnage. Alors même si c'est pas vraiment le personnage principal, et que le principe, d'ailleurs, de suivre des émotions dans la tête, c'est créatif, ça n'empêche que les bases de cet univers sont inconsistantes, parce que c'est au féminin. Voilà, pas de sexisme sur cette chaîne. Donc voilà, non, effectivement, ça c'est quelque chose qui va poser des graves problèmes dans le film, tout au long du film. La cohérence, pas forcément une cohérence, dans la haut c'est pas hyper cohérent, il y a des chiens dans des avions, il y a une maison qui vole, c'est pas hyper cohérent, mais dans la haut, ça ne pose pas de problème vis-à-vis de l'univers. Là, l'univers n'est pas défini, c'est un peu les mêmes problèmes que dans Saul qui est aussi d'ailleurs réalisé et écrit par Pete Docter. C'est une histoire originale tirée du coup de Pete Docter et de Ronnie Del Carmen. Les scénaristes qui ont un petit peu chapeauté tout ça, il y a évidemment Pete Docter et Ronnie Del Carmen qui ont eu une grande part là-dedans, mais il y a aussi Meg Le Fauve et Josh Cooley. Voilà, j'ai pris des notes, vous avez vu, je fais bien mon boulot. Ouais. Donc du coup pour le pitch, hein, parce qu'on en revient à ça, le pitch c'est Riley, une adolescente de 11 ans, qui a une vie normale, elle est passionnée de hockey, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que un jour ça va pas bien se passer puisqu'elle va déménager du Minnesota, là où elle se sentait bien, là où elle avait des amis, une passion qu'elle pouvait faire, elle ne peut plus faire le hockey sur glace vu qu'il n'y a plus le lac gelé qu'il y avait là-bas. Voilà, elle doit changer d'école, enfin bref, catastrophe. Et du coup, ça va mettre la pagaille dans les émotions qui sont dans sa tête,
émotions qui sont donc humanisées dans ce film. Et en même temps, dans sa tête, il y a Joie, hein, qui fait tout le monde, hein, faut quand même le reconnaître, et du coup elle va essayer de dissimuler que tristesse existe, elle va peut-être essayer de la faire disparaître lentement, voilà, et du coup ça va créer des petits conflits qui vont faire que finalement, Tristesse et Joie vont partir du quartier central du cerveau et vont devoir revenir à ce quartier central, sinon Riley elle va devenir une marionnette inconsistante, sans Joie et sans Tristesse elle ne peut plus vivre, course contre la montre, road trip, et en même temps il va falloir éviter que Riley fugue, voilà, c'est un peu ça le pitch. What a story, Mark. Pour moi le principe du scénario du film, qu'il y ait des émotions du coup qui dirigent le cerveau, n'offre aucune possibilité scénaristique, parce que si, là ce qui se passe c'est complètement incohérent, il faut quand même le dire, les émotions ne peuvent pas partir du quartier central, enfin du cerveau, enfin voilà, c'est précisé plus tard dans le film, d'ailleurs ils arrivent eux-mêmes à appuyer cette incohérence, puisque Peur va essayer de démissionner à un moment, et ils ne peuvent pas, parce que les émotions ne démissionnent pas, par contre ils peuvent se faire aspirer, c'est ridicule, ça n'a aucun sens, surtout que Riley, elle va perdre des émotions, c'est pas logique, vous voyez, tout ce qui constitue l'univers n'est pas crédible, puisque on a aussi les îles qui se construisent en fonction des passions, même si elles ont le mérite de changer au fur et à mesure que la personne grandit, il n'empêche que ces îles-là, je sais pas, tu vas pas devenir fan de hockey parce que t'as joué une fois au hockey, même si c'est imagé, voilà, je trouve que c'est un peu trop enfantin et simpliste, et justement le fait de tout vouloir justifier des émotions, ça enlève tout le côté émotif qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir dans des films. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais Non. ça m'a pas parlé en fait ce sujet-là, et c'est peut-être le plus gros problème qu'on peut avoir dans ce film, c'est effectivement l'univers qui n'est pas bien construit. Mais en même temps, il fait ce qu'il peut, hein, c'est sûr, il y a des bonnes idées. Quand Bing Bang, l'ami imaginaire de Riley, va mélanger les faits et les opinions, voilà, il y a 2-3 petites réflexions sur l'esprit humain, sur la façon dont on réagit, sur comment gérer ses émotions, le fait que des émotions peuvent être imbriqués, il n'y a pas simplement de la peur, il n'y a pas simplement de la tristesse, ça peut être les deux à la fois, c'est un peu plus complexe. Mais encore une fois, c'est pas logique, parce que ça veut dire qu'il se passe ça dans la tête de tout le monde, qu'il y ait un moment Joie qui a envie de... Enfin, c'est pas... Pourquoi ça arrive que dans la tête de Riley, que Joie essaie de virer Tristesse? D'ailleurs, comment ça se fait qu'elle ne soit pas au courant de la fonction de Tristesse? Tout ça, c'est pas crédible, et c'est embêtant. On va parler des personnages, parce que c'est pour moi ce qui est le plus important dans un film. Les personnages sont bien faits, ils sont bien typés par rapport à leur rôle. Peur va avoir des réflexions très drôles par rapport à la peur, Colère va avoir des réflexions très drôles par rapport à la peur. Non, vous avez pas suivi, c'était la colère. Désolé pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà. Et donc, en plus d'être cohérents vis-à-vis de leur caractère, même si, bien sûr, ça c'est le problème, peut-être que Colère va avoir peur à un moment du film, puisque eux-mêmes ont des émotions, et ça c'est évidemment incohérent, mais mis à part ça, ils sont quand même bien typés et bien faits, et ils apportent beaucoup d'humour au film, même s'ils sont un peu effacés comparés à Joie et Tristesse, il n'empêche qu'ils apportent une bonne dose d'humour bien pensée. Chef, elle a levé les yeux au ciel, chef. Pourquoi elle nous cherche? Très bien, première sommation, avant de taper du poing sur la table. Non, pas le poing. Ils sont juste résumés à leur rôle, Colère, et il va être en colère, mais ils sont très très bien faits, que ce soit peur, colère, dégoût, je les aime beaucoup. Ils sont tous bien faits, même si, d'un point de vue design, puisqu'on va parler de ça aussi, Dégoût est un peu plus... Elle est moins travaillée, elle est juste verte, la couleur du Dégoût, mais c'est tout, c'est quelqu'un qui est fashion, mais ça s'arrête là. Joie est beaucoup mieux travaillée d'un point de vue graphique, puisque elle est représentée comme un feu follet, comme une sorte de petite torche, en plus elle a des paillettes autour d'elle qui fait comme si elle pétillait, et justement c'est le principe de la joie, on pétille, donc elle est jaune évidemment, la couleur de la joie, une petite robe printanière pour montrer justement qu'elle est fluette, et d'ailleurs dans son design elle aussi elle est très fine, très fluette, et donc non, super bien designée pour Joie. Tristesse elle est plus ronde du coup, elle a un col roulé, enfin voilà, elle est très bien représentée, bleue, voilà. Colère, des formes beaucoup plus carrées, rouge, et lui il va s'enflammer, c'était une bonne idée aussi. Peur, lui, il est tout maigre et c'était une bonne chose. C'est vrai que quand on est rongé par le stress, on a tendance à être tout maigre, tout rachitique comme ça, et il est violet, il a un polo un peu coincé, un peu démodé,
Donc du coup, les personnages se résument à ce pourquoi ils ont été créés, mais ils le font bien. Pour ce qu'il en est de Joie, par contre, c'est un personnage qui est insupportable. Elle ne retient aucune de ses erreurs, elle est tout le temps agaçante, elle n'est pas joyeuse en fait, elle est manipulatrice, égocentrique, toxique, hein, c'est vraiment une personne très toxique, et on ne peut pas évidemment apprécier Joie comme personnage. En tout cas, ça m'étonnerait très sincèrement qu'on l'aime bien. Je ne connais pas de personne qui apprécierait ce personnage affreux. C'est la rentrée. Je suis trop contente. Je me suis couchée tard pour mettre au point un plan de bataille. C'est parti. Peur. Joie. Oui, Joie. C'est toi qui resteras aux commandes. Je veux que Riley soit de bonne humeur. Et pendant que j'y suis, je trouve ta robe ravissante. Oh, cette vieillerie, c'est sympa et regarde comme elle tourne. Oh, tristesse. J'ai également une super mission spéciale rien que pour toi. C'est vrai? Viens voir. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Parfait. Ça, c'est le cercle de la tristesse. Et toi, tu es là pour faire en sorte que toute la tristesse reste à l'intérieur. Non. Là, ça, non. Tristesse, elle, par contre, est très drôle et très bien pensée, puisque effectivement, la morale du film, en quelque sorte, c'est d'accepter ces sentiments, d'accepter qu'on peut être triste. Et c'est vrai que c'est plutôt rare dans un film d'animation, encore que, mais de dire que c'est une bonne chose d'être triste. Et sinon, bien sûr, on a Big Bang, qui est l'ami imaginaire de Riley, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, parce que c'est pas du tout ordonné cette vidéo, hein, désolé, Facecam oblige, je n'ai pas écrit complètement mon texte, j'ai des notes comme ça, mais c'est hyper confus, désolé. Et donc du coup, Big Bang, c'est un personnage qui est génial, il est hyper drôle, il est aussi touchant, et en même temps il va apporter une touche de tragique, bien écrite, même si ça va être un peu incohérent là aussi, hein. Pourquoi est-ce que Big Bang disparaît? On n'oublie pas son ami imaginaire, théoriquement, à moins que... Bah c'est le problème, on a l'impression que Riley c'est une passoire, quoi, elle oublie plein de trucs, on va lui dire d'être en colère, elle va être en colère sans aucune raison, enfin, c'est à la fois une marionnette et une passoire aussi, du coup, puisqu'elle oublie tout. Donc ouais, moi je trouve que c'est incohérent qu'elle oublie surtout aussi vite Big Bang, puisque tout le reste va pas disparaître aussi vite, même si c'est une très jolie allégorie du passage, pas l'âge adulte, mais du passage à l'adolescence, on oublie, enfin, on fait table rase des choses de l'enfance pour aller plus loin, voilà, c'est une jolie allégorie, mais qui ne me paraît pas crédible. Si on a un ami imaginaire, il n'y a aucune chance qu'on l'oublie normalement, à moins d'avoir une toute petite mémoire. Ou alors, à moins que cet ami imaginaire n'ait pas été important, mais c'était pas le cas pour elle. Mais ça n'empêche que cette scène est super jolie surtout grâce, et ça on va y venir, à la musique, qui est faite par Michael Giacchino, qui a fait de la musique de Soul aussi, les deux films d'ailleurs se ressemblent énormément, mais aussi de là-haut, il me semble, et beaucoup de films Pixar, hein, en général, c'est un peu le compositeur de Pixar, et on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'il a un talent phénoménal, et la musique est très simple, de vice-versa, c'est une musique toute douce au piano, mais va vraiment sublimer tout, les scènes d'action, les scènes contemplatives, d'ailleurs, il y en a beaucoup, et c'est bien fait, ça prend son temps, c'est cool, ça c'est vraiment un bon point dans le film, et ça va tout sublimer. Cette scène tragique du coup avec Big Bang sera vraiment sublimée grâce à cette petite musique au piano, prenante, vraiment. Alors sinon, là je prends mes fiches parce que j'ai une mémoire affreuse pour les noms, mais pour les doubleurs, on a Charlotte Lebon pour Joie, j'aime bien son doublage, il est vraiment très bon, et il faut aussi noter que c'est aussi elle qui la double Joie en québécois. Sinon on a Gilles Lelouch en Colère qui fait bien son taf, Mélanie Laurent pour Dégoût, qui double aussi d'ailleurs Mary-Kate dans Epic, dont je parlerai prochainement, suspense. On a Pierre Ninet du coup, hein, qui fait Peur, Pierre Ninet j'aime bien son taf, en Loup il était pas mauvais, et là en Peur il est bon, si le seul problème c'est que j'ai vu une interview où il critiquait complètement le fait de regarder en VF, alors pourquoi est-ce que lui il double, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais ça n'empêche que j'aime bien Pierre Ninet, à la fois au niveau acting, au niveau humour surtout, il est très drôle, et en doubleur il fait bien le taf, il faut le dire. On a Didier Gustin qui fait Big Bang, et j'adore cette voix, franchement superbe. Alors j'arrive pas à relire, désolé, le nom de celle qui fait Tristesse, c'est Marie-Lou quelque chose, j'écris super mal, je suis désolé, je vais afficher le nom ici du coup, voilà, il faut savoir que dans la vraie vie, je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup à Tristesse, c'est assez marrant, et évidemment c'est un taf super bien fait. C'est Clara Poincaré qui double Riley, elle a des points et ils sont carrés. C'était ça la seule touche d'humour que j'ai pu rajouter à ma phrase, c'est pitoyable, je suis désolé. Et je crois, parce qu'elle n'a pas de page Wikipédia, mais d'après mon oreille externe surdéveloppée,
Je crois que c'est celle qui double dans Le Petit Prince l'héroïne, et j'adore cette voix-ci. Et du coup, sinon, on a d'autres voix additionnelles, comme Emmanuel Giacomi, quand même, qui fait aussi Stoïque dans Dragon, par exemple. C'est le soir des poubelles, on n'a pas rabattu le siège des toilettes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, femme? Quoi? Qui fait là la colère dans la tête du père de Riley. On a Jérémy Prévost, Emmanuel Garigeau, Donald Reignoux, bien sûr, je donnerai ma vie pour Riley, et Boris Rollinger, ou Rollinger du coup, parce que je crois que j'ai vu une interview où il disait que c'était Rollinger, ça m'a surpris. Ça sonne mieux Rollinger, du coup je vais continuer à dire Rollinger. Je ne sais même pas quelle voix il a fait, Boris Rollinger, mais apparemment il est dedans. Il faut savoir que je suis un énorme fan de son travail. Bref, on a fini pour les doubleurs. C'est un très très joli taf, comme l'ambiance sonore, et comme la musique. Tout ça ensemble fait quelque chose de très consistant au final. On va parler du rythme du coup et de la réalisation, que je vais mettre à peu près dans la même catégorie. C'est très rythmé, ça prend son temps à la fois, c'est très sympa. Je pense qu'il y a quand même des ventres mous, je peux pas trop le dire parce que je sais qu'au cinéma je me suis pas ennuyé, je l'ai revu hier pour me faire un avis avant la vidéo, et je me suis parfois ennuyé, mais il n'y a pas de moment où il y a vraiment une baisse d'énergie, c'est moi qui ai lâché. Alors est-ce que c'est la faute du film ou est-ce que c'est ma faute ? Je sais pas. Vu que moi c'est pas mon film préféré, c'est sûrement ma faute, et donc je peux pas objectivement mettre ça comme un problème. Je pense que le rythme est bon. Au minimum bon et au mieux vraiment bon. Pour ce qu'il en est de la réalisation, elle sublime très bien justement le film, c'est dynamique. Par contre, pour le graphisme général, même si je trouve que le design des émotions est bien pensé, je le trouve sans plus. C'est vrai que je trouve qu'il aurait pu avoir mieux. Par exemple, les humains, ils sont... voilà, ça va. Les décors sont... ça va. Ce qui se passe dans la tête, je trouve ça fait le taf, si vous voulez. Mais c'est pas hyper imaginatif. C'est pareil que dans Soul, en fait. Soul, c'est pareil, c'est bien. Je pense que c'est mieux dans Soul, mais c'est pas fou non plus. C'est vrai que voilà, c'est des formes très rondes, très colorées, ça c'est sympa, mais voilà, pourquoi est-ce que c'est une sorte de globules blancs qui sont dans la tête de Riley, on sait pas trop. Est-ce que c'est des synapses, je sais pas ce qu'ils représentent. Voilà, leur design n'est pas hyper fouillé. On aurait été en droit d'avoir plus de créativité, vu on est dans un monde complètement fou. Par exemple, dans le monde du rêve, on a une licorne et ça s'arrête là, il tourne dans un plateau minuscule, alors même si je trouve la scène hilarante, ça fait assez fermé, il n'y a pas une ambition artistique phénoménale, je trouve. Après voilà, là, c'est vraiment mon avis personnel. Vous êtes tout à fait évidemment en droit de ne pas être d'accord et de penser l'inverse. Moi je trouve que c'est sans plus au niveau du graphisme, voilà, général. Il y a un truc que j'ai pas pigé aussi, je tiens à le mettre en exergue, c'est pourquoi est-ce que dans la tête de Riley, il y a 3 émotions filles et 2 émotions garçons, alors que dans toutes les autres têtes, c'est tous d'un même sexe. Ça, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y aura une fameuse théorie en fait, Riley est bisexuel. Donc ouais, ça c'est un truc que j'ai pas compris, donc si vous avez une théorie, je suppose que vous en avez, et moi je trouve que ça peut s'ancrer dans les incohérences, c'est vrai que c'est pas hyper logique. C'est pour que tout le monde s'identifie aux émotions, j'imagine, mais il n'y a pas de raison particulière derrière ça. D'ailleurs, ce qui se passe dans la tête des autres, c'est pas non plus super, même si je trouve la scène assez marrante, où on voit dans chaque tête la façon différente dont les émotions réagissent. C'est rigolo, mais c'est hyper, encore une fois, voilà, on essaie de caser dans des cases des êtres humains, on essaie de tout justifier, et au final, ça crée encore plus d'incohérence. Et puis, le fait que les chats soient stupides, que les chiens... pense qu'à bouffer, c'est rigolo, hein, c'est des scènes qui sont drôles, mais encore une fois, il n'y a pas une méga réflexion derrière tout ça. Je trouve ça un peu léger, voilà, comme façon de traiter. Après, voilà, encore une fois, c'est un choix. Est-ce que c'est pour traiter l'humour? C'est vrai que c'était une scène humoristique, ou est-ce qu'on essaie de créer un univers cohérent, palpable? Je sais pas. Là, encore une fois, la frontière entre les deux, c'est un choix, encore une fois, un choix que moi personnellement je n'aurais pas fait, parce que tout simplement je n'aurais pas fait un univers aussi que je considère comme étant aussi bancal. Je n'aurais pas créé un truc avec des émotions dans la tête. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Alors j'en ai parlé brièvement, je relis mes notes et je constate que j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai que l'humour dans ce film est très très bon. Il est pas toujours présent, et d'ailleurs c'est plutôt une qualité, mais surtout il est bien senti. À chaque fois il sublime les scènes. Ça peut parfois sembler pas, j'allais dire adulte, mais c'est pas des blagues grivoises, mais sauf que c'est des blagues que
pour tous les goûts, quoi. C'est pas des blagues enfantines, si vous voulez. Même si c'est assez péjoratif de dire enfantine, je n'ai rien contre les enfants. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des blagues pipi caca, quoi. Voilà. Là, c'est des termes, on se comprend comme ça. Ah oui, au niveau des personnages, je vous ai dit, c'est pas ordonné cette vidéo, je suis désolé. Au niveau des personnages, il y a les parents de Riley. Les parents de Riley, je les aime bien, je les trouve plutôt sympas. On voit leur amour qu'ils ont pour leur fille. On comprend la moitié de leur réaction, si ce n'est que le père est un peu décrit comme un débile profond. Pendant la scène, justement, on voit les émotions dans sa tête, et ça, c'est un peu dommage. Même si ça reste drôle, voilà, encore une fois, drôle ou cohérent, faut voir. Mais oui, j'aime bien leur réaction vis-à-vis de l'éducation qu'ils ont pour Riley, intelligemment fait. Ça reste subtil, c'est pas grossier, c'est très bien. Mais bon, du coup, il faut quand même, j'ai fait une petite liste des facilités scénaristiques, et il y en a quand même un sacré tas. Bah, on a déjà une petite incohérence scénaristique, c'est que les îles tombent dans l'ordre. Si vous voulez, Joie va sur cette île-là, c'est elle qui va tomber, la première île, ensuite ça va être la suivante, ça peut pas être dans l'autre sens, c'est pas logique en soi, même si, encore une fois, c'est bien pensé au niveau du scénario, de faire dans un certain ordre, pour faciliter le scénario, mais encore une fois, c'est une facilité scénaristique. Il faut quand même le préciser. On a aussi la solution de fin, qui consiste du coup à monter sur le petit copain idéal, imaginaire de Riley, créer des centaines de clones, et rebondir sur un trampoline. Ça n'a aucun sens. Cette fin n'a pas de sens, cette solution est ridicule, sachant que pendant tout le film, la tension est quand même vraiment palpable, il y a vraiment une course contre la montre, et un danger pour Riley et pour les émotions, ce qui n'était pas gagné à l'avance au niveau du scénario, donc c'était super. On sent le danger, on sent l'impact de tout ça, et là, cette solution qu'ils auraient déjà pu faire depuis belle lurette, en plus, n'a aucun sens. Tout l'impact est enlevé, en fait, parce que c'est pas logique du tout. Moi, elle me fait rire, hein, encore une fois, voilà, c'est pareil, je la trouve drôle, mais ça montre toutes les failles que peut avoir le scénario, et surtout, l'univers en général, qui est assez inconstant. Il y a pas une incohérence scénaristique, mais j'ai quand même noté ça. Bing Bang, là, il est bien sympa, on l'aime bien, et puis on est triste quand il meurt, mais sauf qu'il a quand même tué aussi un nuage, non ? C'est un meurtrier, Bing Bang. C'est horrible. Donc du coup, on continue avec les simplicités scénaristiques, ou même les incohérences. Hein. Comment ça se fait que joie et tristesse ont été catapultés hors du cerveau ? Comment c'est possible ? Sachant que, voilà, comme j'ai expliqué, peur, lui, ne peut pas. Ça veut aussi dire, d'ailleurs, qu'on peut même catapulter les émotions principales, fondatrices de la personnalité de Riley, celles-là aussi, elles peuvent partir. Non, c'est pas cohérent, encore une fois, voilà, c'est pas... Les règles qui définissent cet univers ne sont pas cadrées, et c'est embêtant, c'est pas... On ne peut pas faire une aventure avec des émotions dans la tête, déjà parce que c'est incohérent, parce que même on va avoir des émotions, ça on l'a bien compris, mais c'est surtout qu'il peut pas y avoir d'aventure. Si c'est vraiment des émotions qui régissent notre cerveau, bah voilà, c'est tout, ils font nos... On peut pas avoir d'aventure, si vous voulez. Là, le fait qu'il soit précipité hors du cerveau de Riley, en soi, est une incohérence phénoménale d'un point de vue logique, encore que la logique, elle est déjà mise à mal avec le postulat de base, hein, je vous l'accorde, mais sauf que en plus de ça, ça ne marche plus du tout. Riley n'est plus rien une fois que les émotions sont parties, c'est une coquille vide en quelque sorte, puisqu'elle n'a plus que 3 émotions, qui lui servent à rien, seule. Donc... Ça ne peut pas être cohérent, si vous voulez. C'est pour ça que j'aurais jamais fait un scénario comme ça si j'étais eux. Même si, voilà, hein, c'est un film qui reste très plaisant, on ne l'oublie pas. Bref, du coup, voilà, il y a ça comme incohérence. Il y a aussi le fait que, évidemment, hop, ils tombent dans le... Je sais plus comment ça s'appelle, la fosse où ils oublient, où Riley oublie. Et évidemment, la fusée de Bing Bang va être à 2 cm, alors que la fosse, elle fait peut-être... millions de kilomètres, j'en sais rien, c'est énorme. Et donc du coup, bah ça fait que facilité scénaristique, et puis bien sûr, il y a un tremplin pour aider la fusée à remonter, bah oui, bah, je veux dire, c'est logique. Riley met des tremplins dans son... De toute façon, ça n'a pas de sens. Voilà, il faut pas chercher la logique dans tout ça, il faut passer un bon moment devant le film en vraiment en oubliant la cohérence, parce que ce film n'en a aucune. Faut voir les références à nos propres vies, à nos chemins de vie et notre adolescence qu'on a passé. Voilà, faut vraiment le prendre pour ce qu'il est, et puis profiter aussi des moments contemplatifs qui sont vraiment super,
et la musique qui est sublime, la musique. Voilà, il faut vraiment le voir pour ça, ce film, parce qu'il n'est pas cohérent, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un film qui en soi est, il faut quand même le rappeler, un très très bon film. C'est un film d'une très bonne facture, je cherche pas à le descendre, absolument pas. C'est pas mon but, déjà j'ai pas que ça à faire. Mais c'est surtout que c'est un très bon film. Moi personnellement, je l'aime bien, c'est un film que je passe, je prends du plaisir à regarder. Mais c'est clairement pas le plus fort de Pixar, et c'est clairement pas un film bien défini, voilà, ça il faut le dire. Soul a pratiquement les mêmes problèmes, mais j'ai vraiment préféré Soul, déjà d'un point de vue graphique, là je trouve beaucoup plus inspiré. Mais c'est aussi qui... Ah non, en vrai non, Soul c'est aussi incohérent que vice versa. J'en parlerai peut-être prochainement, mais c'est les mêmes problèmes, si ce n'est que j'ai préféré personnellement Soul. Ça veut pas dire qu'objectivement il est meilleur, du coup, concrètement, sauf d'un point de vue graphique où là je considère qu'il est mieux. Voilà, je n'ai pas vu Vice Versa 2, j'ai pas envie de le voir, je suis désolé de le dire aussi crûment, mais le 1 ne m'a pas suffisamment plu pour que je sois attaché à cet univers. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, déjà à le défendre, ce film, parce que c'est vrai que je l'ai un peu attaqué injustement, alors que, au fond, je l'aime bien. Mais n'hésitez pas à dire les points positifs de ce film, puisque j'ai vraiment mis en exergue les points négatifs, voilà, essayez de contrebalancer un peu, comme ça me fera du référencement. Je tiens aussi à préciser que je fais une expo actuellement, justement sur le thème des émotions. Là on a la colère par exemple, qui a bien changé. On a aussi la tristesse, voilà. On a joie, qui est beaucoup plus... ça a l'air beaucoup plus sympathique que ce personnage qu'on a juste envie de tuer durant tout le film. Donc si jamais vous avez envie de... en place. Si jamais vous avez envie de commander ces tableaux, je pourrais peut-être éventuellement vous les vendre. Déjà il faudra que je termine mon exposition, mais on sait jamais. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire, on pourra toujours voir ça. Comment ça, je me fais de la pub? Oui, et alors, à la prochaine, du coup, pour la prochaine vidéo, je me prononce pas sur ce que ce sera, puisque je m'y tiens jamais. Sûrement que ça sera Monstre contre Alien, cette fois-ci, je sais pas. J'ai aussi les Bad Guys en cours, on m'a demandé Ratatouille dans les commentaires, j'ai très envie de le faire, je l'avais déjà enregistré, sauf que je me suis rendu compte que les rushs sont morts. C'est énervant, parce que c'était cool, j'étais fier de cette vidéo, donc tant pis, je vais la refaire. Donc oui, Ratatouille, c'est à venir, voilà, il y a plein de trucs. Je vais aussi changer un peu, des fois je vais faire des réactions de trailers. Sûrement que la prochaine vidéo d'ailleurs ce sera ça. Je vous dis au revoir parce que je parle beaucoup trop. À la prochaine et à la prochaine.